à toutes et tous. Alors aujourd'hui, dans le cadre de notre HMI, on va faire un point sur la thématique qui est la suivante, les RH, mode d'emploi. Alors nous verrons ensemble les points suivants. Alors le temps partiel, Euroquartz, le temps partiel et Euroquartz, les congés et les motifs exceptionnels, la journée de solidarité et le fractionnement, le bulletin de salaire et la médaille du travail. Alors, nous commençons ce point par le temps partiel. Le temps partiel, c'est la convention collective, c'est l'article 10, paragraphe 2. Alors, comment faire sa demande de temps partiel? La demande, elle se fait sous PCM. Ensuite, vous allez sur Autres, Sésame, Ma vie de collaborateur, gestion administrative et demande de temps partiel. Donc, au préalable, il faut compléter votre demande de temps partiel. Et pour cela, il faut aller sur l'intranet, sur la rubrique Occitanie. Vous cliquez ensuite sur les RH, GAP et formulaire de temps partiel. Donc, vous complétez votre formulaire et ensuite, vous le joignez sous Sésame. Et normalement, vous avez une réponse assez rapide de la direction. Donc, le temps partiel, il est de 1 an renouvelable. Le temps partiel peut être de droit pour élever un enfant de moins de 8 ans, pour un congé parental, pour une nécessité de solidarité familiale. Alors ça, c'est l'article du Code du travail, l'article L3142. Et en fait, c'est si vous avez, par exemple, un enfant qui est atteint d'une maladie grave ou d'une affection incurable. Pour nécessité, non, ça je l'ai dit, pour motif thérapeutique, pour création ou reprise d'entreprise. Et si vous avez un refus de votre temps partiel, ce refus doit être accompagné d'un écrit. Et aussi, il faut bien faire attention que normalement, votre charge de travail doit être adaptée à votre temps partiel. Alors, la répartition du temps partiel, donc les modalités spécifiques d'organisation du temps partiel, elles peuvent être mises en place dans les établissements sur demande de l'intéressé, soit sur une répartition hebdomadaire, soit mensuelle, soit annuelle. Alors, le temps partiel pour les plus de 60 ans, qu'on appelle communément P60. Cela donne droit à 1 heure de travail en moins par jour. Ça peut être cumulable soit au mois, soit au trimestre, soit au semestre. La modification est possible à tout moment. Et si vous choisissez donc la réduction quotidienne, et si vous travaillez au-delà de 6h30, faites attention car ce que vous cumulez ne sera pas crédité en fait. Donc, si vous travaillez au-delà de 6h30, ça sera perdu pour vous. Donc, nous allons voir maintenant la partie Euroquartz. Et pour cela, je vais laisser la main à Cathy. Alors, Euroquartz, donc c'est l'outil de gestion du temps de travail. Donc ici, vous avez à l'écran un exemple de planning qui doit certainement vous parler avec des éléments importants en termes de lecture. La première ligne, donc profil, vous avez donc le nombre d'heures théoriques que vous êtes censé effectuer. Ensuite, les badgeages, donc les badgeages effectués, donc toujours en nombre pair. Et ensuite, dans les différentes lignes importantes, vous avez donc le crédit débit sur les donc cumulés et permanents. Donc sachez qu'au-delà de 3h45 par semaine, vous ne pouvez plus cumuler le temps de travail. Et ensuite, au-delà de 15 heures, c'est la même chose, 15 heures par mois. Donc, on y reviendra tout à l'heure. Ensuite, Euroquartz, c'est aussi l'outil de traitement du temps de trajet. Alors, le temps de trajet habituel, sachez qu'il faut que cette information soit enregistrée dans votre profil. Donc, le temps de trajet habituel, c'est le temps entre votre domicile et votre lieu de travail. Donc, ensuite, c'est l'élément de base de calcul pour le cas où vous effectuez une formation et vous avez donc une convocation formelle par mail et vous êtes amené donc à vous déplacer sur votre temps de travail. Ce temps de trajet inhabituel doit être ensuite saisi sur Euroquartz. Donc, il permettra ensuite de pouvoir faire une récupération. Donc, le code à saisir, c'est WDI. L'outil, alors vous devez saisir la réalité du temps de trajet effectué. L'outil déduira justement donc le temps de trajet habituel déjà enregistré dans votre
votre Euroquartz, pardon. Donc là-dessus, il y a une automaticité du calcul entre les deux temps de trajet avec une majoration de 10%. En tout cas, ce temps-là doit être récupéré. C'est des temps de trajet que vous devez récupérer. Donc sur l'écran suivant, voici un petit peu comment se présente le compteur. Donc le cumul de délai de route, donc c'est le temps de trajet que vous avez la possibilité de mobiliser. Donc il est possible de le mobiliser en une seule journée si vous avez donc 7h30 ou tout simplement pour compléter une journée de travail ou une journée de demande de récupération. C'est pas très clair ce que je suis en train de dire là. Donc le temps de trajet peut être incrémenté donc, sur une journée de travail afin de compléter jusqu'à 7h30 ou cumuler avec une journée de récupération. Ensuite, la récupération horaire. Donc, le temps de travail au-delà de 7h30, donc ce que l'on a pu voir tout à l'heure, au-delà des 7h30 quotidiennes, ce temps se cumule maximum dans la limite de 3h45 et maximum dans la limite des 15 heures par mois. Donc, il doit être récupéré, donc plusieurs possibilités, donc dans la limite de 10 jours par an, donc sous le code RHDC, 20 demi-journées sous le code RHDC ou 75 heures sous le code 76 RHHR. Petite précision, pour les personnes qui effectuent du télétravail, pensez à bien déclarer le jour de télétravail fixe ainsi que celui volant sur Euroquartz, tout simplement pour pouvoir déclencher l'indemnité qui est liée au télétravail. Il y a aussi donc un nouveau code qui vient d'apparaître sur Euroquartz, notamment pour les personnes qui pourraient être amenées à faire du télétravail occasionnel. Donc ensuite, je laisse la parole donc à mon collègue pour la partie Euroquartz et temps partiel. C'est un gros morceau aussi. Donc, pour continuer sur le temps partiel. Alors c'est vrai qu'il y a quelques petites subtilités à connaître, notamment lorsqu'on est à temps partiel pour le dépôt de ses congés et de ses RTT. Pour reprendre le cadre très rapidement, en fait, avant le 31 mai 2013, il y avait une distinction dans le nombre de jours de congés qui étaient attribués aux agents. C'est-à-dire qu'un agent qui était à temps complet ou une agente avait 25 jours de congés sur l'année. Or, alors qu'un agent ou une agente qui était par exemple à 80% bénéficiait uniquement de 20 jours de congés sur l'année. Par contre, lorsqu'il ou elle déposait ses congés, à temps partiel. Si par exemple la personne était à temps partiel le mercredi et qu'elle posait la semaine, on ne lui retenait que 4 jours de congé, du fait de ces moins 5 jours sur l'année. Depuis le 31 mai 2013, suite à une jurisprudence et un avis de l'inspection du travail, il a été attribué en fait le même nombre de jours de congé sur l'année, 25 jours, que vous soyez à temps partiel ou que vous soyez à temps plein. Du coup, ça a une petite incidence, on va dire, sur le dépôt des congés en fonction du jour où vous allez commencer vos congés et en fonction surtout du jour de temps partiel que vous avez. Donc peut-être qu'on va mettre la première slide, alors juste la précédente qui donne le cadre. Voilà. Ce qu'il faut savoir, en fait, ce qui cadre ça, c'est que tout congé, alors qu'il soit acquis ou de fractionnement, puisque ce sont les CPFR, qui sera posé avant votre journée de temps partiel, va entraîner la perte de votre jour de temps partiel. C'est-à-dire qu'il sera pris ce jour-là comme un congé. Ainsi, le point de départ des congés est le premier jour où l'agent aurait dû travailler. On compte ensuite tous les jours ouvrés jusqu'à la reprise effective de son travail. Alors ça paraît un peu abscon comme ça. On va vous donner juste le premier exemple dessous et ensuite ça va être plus parlant avec un tableau. Par exemple, donc, vous travaillez le lundi, le mardi, vous avez déposé un congé payé et le mercredi de la semaine, c'est votre jour de temps partiel. Si vous avez déposé un congé le mardi, vu que ça va être collé au mercredi, la journée du mercredi sera effectivement décomptée comme un jour de congé en moins et non pas comme un temps partiel. Alors, ce qu'on va voir, on va passer sur la slide suivante, qui va être un peu plus explicite pour vous, avec des couleurs, et on va pouvoir comprendre un peu les différents cas.
Si on prend par exemple le cas numéro 1, alors pour tous les cas, on part du principe que le ou la collègue considéré est en temps partiel le mercredi. On le voit sur la première semaine qui est grisée et on le voit sur la deuxième semaine où les mercredis aussi sont grisés. Premier cas, le collègue ou la collègue, donc qui est en temps partiel le mercredi, va commencer à déposer ses congés le lendemain du mercredi. C'est-à-dire il dépose le jeudi, il dépose le vendredi en congé, week-end, il dépose le lundi et le mardi. Et là, le mardi, le dernier mardi, touche un jour de temps partiel. Ça veut dire que là, on va lui retenir effectivement 5 congés payés. Ça va être retenu du premier jour où l'agent est en congé, c'est-à-dire le jeudi, jusqu'au mercredi suivant, qui était un jour de temps partiel, mais comme devant il y a un congé payé et qu'on compte le nombre de jours jusqu'au retour de l'agent, du coup, pour ce cas-là, vous déposez 4 jours de congé payé, mais effectivement, la machine va vous en retenir 5. Sur le cas numéro 2, qui justement est la contre-explication du premier, on est dans la même situation. Enfin, non, on n'est pas dans la même situation, pardon. Là, vous déposez d'abord 2 jours RTT. Voilà, le jeudi et le vendredi. Ensuite, le week-end se passe. Le lundi et le mardi, vous posez 2 congés payés, mais ces congés payés sont toujours en amont d'un jour de temps partiel. Ça veut dire que sur ce cas-là, on va vous retenir les 2 jours de RTT normal, mais on va aussi vous retenir 3 jours de congés payés, c'est-à-dire le lundi, le mardi, plus le mercredi de temps partiel qui, lui, va basculer en congé payé puisqu'il est accolé à 2 congés payés précédemment. Sur le cas numéro 3, c'est là où ça va commencer à apporter un peu de compréhension. Vous êtes donc le mercredi en temps partiel, vous voulez 3 jours d'absence. Vous allez poser le mardi une RTT. Ensuite, vous allez être sur le jour de temps partiel. Et ensuite, après ce temps partiel, vous allez poser un congé payé. Là, pour le coup, la machine ne vous retiendra qu'un jour RTT et qu'un congé payé, vu que le premier jour de congé qui est pris est à la suite du jour de temps partiel. Les RTT n'étant pas considérés comme un jour de congé, mais étant liés à la quotité de temps de travail et à l'accord OATT. Ensuite, vous avez le cas numéro 4. Très simple, vous voulez prendre un jour juste avant votre jour de temps partiel, vous posez un congé payé. Là, même cas que précédemment, enfin en tout cas que le cas 1 et le cas 2, comme vous avez posé un CP avant le temps partiel, la machine va effectivement vous retenir 2 congés payés puisque on considère que vous êtes en congé jusqu'à votre retour qui est le jeudi. Pour le cas numéro 5, petite subtilité, il y a un jour férié le mercredi, c'est le jour férié qui est le jour où c'est votre temps partiel habituellement. Là, vous pouvez poser un CP avant, un CP après. Le jour férié n'est pas retenu comme étant un jour de congé. Quand bien même ça soit sur votre temps partiel, ça n'aura pas d'incidence sur la perte d'un jour de congé payé. Le cas numéro 6, vous êtes donc le mercredi de la première semaine en temps partiel, suivi d'un jour férié, suivi d'un pont déposé par l'employeur dans le cadre des jours mobiles. Ensuite, comme vous souhaitez prolonger cette période d'absence au-delà du simple week-end, vous mettez le lundi suivant une RTT et ensuite un congé payé. Là, comme les cas qu'on a déjà vus, étant donné qu'il y a un congé payé avant le jour suivant de temps partiel de la semaine suivante, on va vous retenir effectivement 2 congés payés et une RTT. Vous auriez mis par exemple à la place du CP bleu une autre RTT, ça n'avait aucune incidence en termes de congés payés. Cas numéro 7, vous avez donc toujours le mercredi, le premier mercredi en temps partiel. Là, vous posez un congé de fractionnement. On le verra plus tard, c'est les congés que vous pouvez avoir en supplément selon que vous posez vos périodes de congé en période estivale ou non. Là, vous posez un CPFR avant votre jour de temps partiel, c'est considéré comme un congé. Ça a le même effet qu'un congé payé. Ce temps partiel suivi d'un congé payé et d'une RTT avant le week-end. Suite à ce week-end, il y a un lundi férié.
vous remettez une RTT avant un jour de temps partiel, du coup, que va-t-on avoir? On va avoir le jour de congé fractionnement qui va être pris, plus 3 jours de congé payé, c'est-à-dire celui qui est inclus entre le CPFR et le CP, et le dernier qui, en fait, bien qu'il y ait une RTT avant, si on remonte beaucoup plus haut, on va remonter au premier jour de l'absence de l'agent qui est bien un congé, et comme on l'a vu sur la slide précédente, tous les jours sont décomptés jusqu'au retour de l'agent à partir du moment où on débute par un congé. Donc là, pour ce cas-là, un congé de fractionnement retenu, 3 congés annuels et 2 RTT. Et enfin, le cas numéro 8, donc là, avant le week-end, vous posez un congé payé. Suite à ce week-end, il y a un jour férié et un jour de pont qui vont faire qu'on va accoler directement à votre autre jour de temps partiel. Vu que votre retour effectif au travail ne se fera que le jeudi suivant et que le premier jour posé est bien un congé payé, on vous prendra 2 congés payés pour cette situation-là. Donc c'est vrai que ça paraît un petit peu complexe à manipuler dans ces cas-là. Au demeurant, on pourra vous donner quelques informations complémentaires et puis vous pouvez vous tourner pour nous pour un cas particulier si nécessaire. Donc, pour reprendre très rapidement ce qu'on a vu, les jours fériés inclus dans une période de congé payé n'ont pas à être décomptés comme pour un agent à temps plein. Un jour férié reste bien un jour férié pour tout le monde. Et ensuite, l'agent dont le jour en temps partiel coïncide avec le jour de pont, c'est-à-dire le jour de pont déposé par l'employeur, les fameux JMOB, le collègue pourra récupérer son jour de pont. Alors certes, il est pris, mais vous le récupérez ensuite pour pouvoir le poser. Rapidement, un regard sur, on va dire, comment se passe le cumul des jours RTT en fonction de votre arrivée et de votre quotité de temps de travail, puisque contrairement aux congés d'un côté qui, eux, comme on le rappelait depuis 2013, sont un nombre de 25 pour tout le monde, que vous travaillez à 50, 60, 80 ou 100%. Là, les jours RTT, effectivement, vous sont délivrés en fonction de votre quotité de temps de travail. Ça veut dire que si vous travaillez à 90, à 80, à 70%, sur l'année, vous n'avez pas le même jour, vous ne pouvez pas acquérir le même jour de RTT. L'incidence aussi, c'est votre date d'entrée dans l'établissement. Que vous rentriez un 1er janvier ou un 1er août, les jours RTT fonctionnant sur une année civile, mais si vous rentrez un 1er août, vous n'aurez pas autant de jours RTT que si vous êtes rentré un 1er janvier. Et donc maintenant, je laisse la place à nouveau à Cathy qui prend la suite. Allez, je reviens du coup avec Euroquartz et RTT. Alors, les modalités de dépôt des RTT. Donc, on est aujourd'hui sur l'accord régional, donc l'accord OATT. Si vous souhaitez poser plus de 5 jours consécutifs, vous avez un mois de délai de prévenance. Entre 2 et 4 jours ouvrés, eh bien, vous avez 8 jours calendaires de prévenance. Et quand vous souhaitez poser seulement une seule journée, impérativement 48 heures de prévenance au niveau de votre ELD. Il est à rappeler que seule la saisie sous Euroquartz est valable. Voilà, les tableaux partagés, toute autre forme de support ne sont pas valables. Voilà, vous devez poser vos congés sous Euroquartz. Si ces derniers ne conviennent pas, ils seront validés et vous aurez une trace enregistrée dans votre outil informatique. Si vous avez après d'autres questions liées au congé, n'hésitez pas du coup à vous rendre sur le guide des droits en page 57 que vous pouvez directement trouver sur l'application. Entre autres. Entre autres. Du coup, je laisse la place à Alex pour la suite concernant les congés. Allez. Alors, on va aborder le gros du gros, mais tout est gros en même temps, du coup, dans nos RH.
Donc là, on a essayé de vous rendre lisible quelque chose qui n'est pas forcément très lisible au quotidien, qui s'appelle Euroquartz. Et du coup, les différents compteurs que nous avons. Alors, là, peut-être que visuellement, à l'écran, vous ne voyez pas tout bien. Nous avons prévu de vous envoyer dès la semaine prochaine des fiches pratiques où vous aurez de nouveau les écrans qui seront mis, qui vous permettront comme ça d'avoir un support qui est beaucoup plus accessible, que vous pourrez grossir, diminuer, enfin bref, adapter à vos capacités visuelles et vous permettre au mieux de vous y retrouver. Donc, nous, on vous conseille de télécharger l'appli de la FSU Emploi. Comme ça, vous retrouvez tout et vous avez tout sous la main sans aucun problème. Voilà. Donc là, c'est l'Euroquartz. Donc, vous avez tout qui est répercuté. Donc, vous avez ici ce qu'on appelle le compteur prévisionnel. Donc, vous avez vos droits, vous posez et ça vous indique où c'est que vous en êtes au moment où vous ouvrez votre Euroquartz. En dessous, vous avez le réel au moment de la consultation, c'est-à-dire ce que vous avez concrètement dans vos portefeuilles, ce que vous avez posé et pas posé. Donc, vous avez ici, dans la première colonne, votre congé de l'année N-1 que vous devez poser jusqu'au 31 mai de l'année N. Voilà. Ensuite, vous avez du coup à côté les congés de l'année N que vous devez poser jusqu'à l'année N+1. Donc ça, c'est tout ce qui est acquis et tout ce qui est anticipé. Donc ça, vous le voyez généralement au fur et à mesure au mois de juin, vous allez avoir du coup ce compteur qui va grossir petit à petit jusqu'au mois de mai, pendant que ce droit ACP lui diminuera au fur et à mesure de la pose de vos congés. Voilà. Ensuite, vous avez à côté les jours de fractionnement, qui sont du coup des jours liés à la pause effective des jours de congé. Et on va vous expliquer comment on a 1 jour, 2 jours, voire 3 jours de fractionnement. À côté, vous avez lié à la convention collective des droits liés à votre ancienneté. Donc là, pareil, on vous dira à partir de quel palier on peut avoir des jours supplémentaires qui s'incrémentent à la date anniversaire de l'entrée à France Travail. Et vous avez 1 an jusqu'à la prochaine date anniversaire pour pouvoir les utiliser. À côté, vous avez le droit RTT. Comme vous l'a dit Fred, ça diffère en fonction de votre date d'entrée, mais aussi de votre quotité de temps de travail. Donc là, vous avez 15 jours, c'est pour une personne à temps complet. Et bien évidemment, du coup, ça peut être du coup moins. Il est à noter qu'en début d'année, vous n'avez pas 15 jours, mais 14. Parce que l'établissement met de côté 1 jour de RTT automatiquement dans le cadre de la journée de solidarité. Et on verra plus tard comment on peut récupérer cette journée liée au crédit débit que l'on peut avoir au quotidien. Et ensuite, vous avez ici ce qu'on appelle les jours mobiles, c'est-à-dire 5 jours qui sont octroyés chaque année. Alors, ces jours mobiles sont généralement utilisés par la direction pour poser les jours de pont. Voilà, donc cette année 2025, les 5 jours mobiles sont à la main exclusive de l'employeur parce que nous avons 5 ponts. Comme vous l'a dit Fred aussi, si vous avez 1 jour mobile qui est posé sur un pont où vous êtes en temps partiel, automatiquement, vous récupérerez du coup ce jour mobile à votre main. Voilà, ça sera sans exclusivité. La petite particularité, c'est ce petit compteur au fond, le solde GJFO, alors qu'on ne voit pas tout le temps incrémenté. Nous l'avons eu sur l'année 2023. C'est quand l'année comporte au moins de 8 jours fériés qui tombent sur des jours de travail. Voilà, c'est ce qu'on appelle les années à patron. Et donc, dans le cadre des années à patron, nous avons pu négocier d'avoir du coup une petite compensation malgré tout. Et donc, nous récupérons à ce moment-là 1 jour que nous posons comme un jour RTT à notre guise. Voilà. Et ensuite, ici, vous avez ce qu'on appelle les congés de courte durée pour des événements familiaux, notamment sur de la garde d'enfants ou la garde d'ascendant familial, où vous avez du coup 6 jours à 100% et 6 jours à 50% selon dans quelle situation on est. Voilà pour le panorama un petit peu général de l'Euroquartz. Alors, après, on va rentrer un peu plus dans la spécificité de ce que l'on peut obtenir, qu'on ne connaît pas forcément et que l'on ne va pas voir dans Euroquartz. Dans le cas de l'accord égalité femmes-hommes, vous avez la possibilité pour les conjointes et les conjointes de femmes enceintes
la possibilité d'avoir des autorisations d'absence pour les examens obligatoires liés à la grossesse. Ce n'est pas uniquement pour la personne qui est en grossesse. Voilà. Et donc, pour ce faire, vous pouvez directement le demander via Sésame et on vous donnera du coup les motifs qui seront incrémentés directement par votre gestionnaire RH. Donc ça, c'est une information à faire circuler, à faire savoir. On a l'habitude de dire aux collègues qui sont enceintes qu'elles peuvent bénéficier d'autorisation d'absence, mais sachez également que si vous êtes conjointe ou conjoint d'une femme enceinte, vous pouvez bénéficier de ces mêmes dispositions. Voilà. Donc ça, c'est le petit truc en plus de la FSU Emploi. Alors ensuite, sur les congés, vous avez aussi donc la possibilité de ne pas utiliser tous vos jours de congé, d'utiliser ce qu'on appelle le compte épargne-temps. Alors, ça peut être utilisé parce que vous avez eu une période d'absence maladie, une grossesse, un congé de formation et vous n'avez pas pu utiliser tous vos jours de congé. Du coup, vous allez pouvoir en économiser certains pour ne pas les perdre. Alors, attention, l'alimentation se fait uniquement dans la limite de 20 jours par an. Voilà. Les RTT, vous pouvez tout basculer si vous le souhaitez. Vous pouvez, alors ça, le JNTP, c'est pour les cadres qui sont au forfait. Donc, il y en a peut-être aujourd'hui qui sont connectés en visio, ça ne concerne que ces personnes-là. Ensuite, au niveau des congés payés, on ne peut poser uniquement 5 jours maximum. Le Code du travail impose que tout salarié de droit privé doit poser 4 semaines de congés payés dans l'année. Donc, vous ne pourrez économiser que ce qui va aller au-delà. Donc, soit 5 jours sur les 25 jours qui vous sont octroyés. Vous pouvez de plus économiser les jours de fractionnement. Vous pouvez aussi économiser les jours d'ancienneté. Et au final, le compte épargne-temps ne peut pas avoir plus de 126 jours au total. Voilà. Et les jours versés dans le CET sont d'une durée de 7h30. On ne peut pas déposer ni en demi-journée, ni en heure. Donc, il faut faire attention du coup quand vous arrivez à la fin de l'année sur vos jours posés. S'il vous reste qu'une demi-journée, il vous faut automatiquement la poser, sinon vous la perdrez. Donc, on ne fait pas de cadeau à France Travail. Alors, l'utilisation du compte épargne-temps, elle a différents avantages. Elle peut permettre de réduire son temps de travail doucement, on va dire, tranquillement. Ça peut être en fin de carrière. On voit beaucoup de collègues qui ont une date de retraite au 1er juillet et qui, au final, arrêtent de venir travailler à partir du 1er mars parce qu'ils ont économisé beaucoup de jours, ce qui leur permet, du coup, de partir un peu plus tôt. Ça peut être aussi, vous prévoyez de partir sur un gros voyage à Cuba, voilà, 30 jours, et vous n'avez pas assez de jours de congé parce qu'à côté, voilà, il y a la vie de tous les jours. Vous pouvez mobiliser du coup votre compte épargne-temps pour vous offrir un mois de vacances, par exemple. Pour ce faire, par contre, on vous met une petite alerte. Le déblocage ne peut se faire que par période de 5 jours. Donc, on ne peut pas poser un jour de CET par-ci, par-là pour compléter une semaine ou un voyage qu'on aurait prévu où il nous manquerait 2 jours. C'est obligatoirement 5 jours. Donc, veillez bien à ces éléments-là. Ensuite, vous l'avez peut-être déjà vu sur le CET. Vous avez le CET non monétisable et le CET monétisable. Le CET monétisable ne va répercuter que les seuls jours RTT, mais pas tout ce qui est congé payé. Donc, c'est uniquement les jours RTT qui peuvent permettre de ne pas les poser sur EuroQuartz et de pouvoir en demander le paiement par virement sur votre compte. D'accord ? Alors, sur la JSO, vous vous souvenez, au tout début, je vous ai dit en début d'année, la direction enlève un jour de RTT automatiquement pour qu'on contribue tous à la fameuse solidarité envers nos aînés pour payer les EHPAD. Vous avez cependant la possibilité de poser via EuroQuartz ce qu'on appelle la JSO, la journée de solidarité, qui peut se faire du coup par la récupération du crédit débit. Donc, du coup, vous avez la possibilité, vous venez travailler par exemple demain, 14 février, vous pouvez en même temps que la journée à laquelle vous allez travailler le 14 février, poser cette journée en JSO et vous aurez automatiquement déduit 7 heures, si vous êtes à temps complet, de temps de travail. Et donc, votre crédit débit, s'il était, admettons, à 12 heures, va être diminué de 7 heures et vous récupérerez alors votre journée de RTT sur votre compteur EuroQuartz personnel. Voilà.
Donc, ça permet aussi de pouvoir jouer aussi sur le crédit débit de cette façon-là et de façon beaucoup plus linéaire après sur le reste de l'année. Voilà. Donc, n'oubliez pas par rapport à ces éléments-là. Alors, les journées de fractionnement. Alors, c'est là où il faut être un petit peu tacticien pour avoir le maximum, tout du moins, en tout cas, pas le minimum. Voilà. Alors, les jours de fractionnement, en fait, il faut poser au moins 10 jours consécutifs de congés payés dans la période dite normale, c'est-à-dire la période du 1er mai au 30 septembre. Donc, pour avoir un jour de fractionnement, il faut avoir posé 2 à 4 jours ouvrés de congés hors période normale. Donc, je pose 10 jours de CP cet été. Je pose 3 jours au mois d'octobre et je pose 2 jours en avril, où j'avais posé, où je poserai 2 jours en avril. J'aurai un jour de fractionnement parce que je suis de 2 à 4 jours ouvrés posés hors période de l'été. Pour avoir 2 jours de fractionnement, il me faudra avoir pareil posé mes 10 jours consécutifs de CP automatiquement entre le 1er mai et le 30 septembre, donc généralement l'été, 10 jours. Et il me faudra avoir posé au moins 5 jours ouvrés sur la période après le 30 septembre. Donc, à partir du 1er octobre jusqu'au mois d'avril prochain, il faudra au moins avoir 5 jours ouvrés. Et ça me permettra d'avoir 2 jours de fractionnement. Ces jours de fractionnement, du coup, sont octroyés une fois que vous atteignez la cible des 5 jours ouvrés. Le 3 jours de fractionnement, celui-là, il est octroyé pour la totalité des congés qui sont pris hors période normale. Donc, vous ne posez aucun congé sur mai, juin, juillet, août, septembre. Vous pouvez avoir la possibilité d'avoir les 3 jours de fractionnement. On met là un petit hiatus, c'est que généralement, pour avoir les 3 jours de fractionnement dans ce cadre-là, il faut avoir l'aval de votre direction locale, mais aussi de l'échelon régional. Voilà, parce que du coup, il se pose la question quand même de la tenabilité au travail sur des mois entiers où on ne bénéficie pas de droit à congé. Donc, du coup, il faut quand même avoir un échange sur ces principes-là. Voilà. Et donc, du coup, les jours de fractionnement, vous les retrouvez sur votre compteur après la dite période normale et que vous pouvez utiliser jusqu'au 30 avril prochain. Un petit bémol, peut-être qu'on ne vous l'a pas suffisamment dit, si vous êtes du coup en maladie et que vous êtes en congé et que vous n'avez pas du coup annulé vos congés pendant que votre maladie se déclenche, vous perdez vos droits à congé. Donc, on vous invite du coup, on vous conseille en tout cas, un petit conseil d'amis, c'est que si vous avez un arrêt maladie alors que vous démarrez une période de congé, c'est de pouvoir voir avec du coup la personne qui vous accompagne, de pouvoir utiliser votre recours pour annuler vos congés pour pas que vous soyez embêtés par la suite. Et ces congés seront mis automatiquement par les services RH après sur un compteur spécifique que vous pourrez utiliser à votre retour si la période de maladie venait malheureusement à se prolonger dans le temps. Voilà. En tout cas, vos jours de congé ne seront pas perdus. Et ça, c'est très important. Voilà. Là, je vais passer la main à Fred qui va nous expliquer avec clairvoyance et clarté tout le bulletin de salaire, tout ce qu'on n'a jamais voulu savoir sur le bulletin de salaire. Alors, maintenant, on va rentrer dans la chose, on va dire, que vous recevez tous les mois, dématérialisée ou pas, et sur laquelle on a toujours un regard assez intéressé, puisque c'est le bulletin de paie. Alors, on va essayer de vous accompagner pour déchiffrer tout ce qu'il y a dans ce bulletin de paie, et notamment, déjà dans la première partie, tout ce qui va être rapport avec votre situation de l'emploi, votre catégorie, votre date d'ancienneté, ainsi de suite. Donc, si on prend l'en-tête du bulletin de paie, alors on a toujours celui de Pôle emploi, on s'excuse, puisque maintenant, forcément, ça va être France Travail. Vous allez avoir en tout premier votre numéro de salarié. En général, c'est un numéro qui commence par plusieurs zéros. C'est celui qu'on peut vous demander quand on vous demande votre numéro de salarié. En tout cas, vous savez que vous pouvez le trouver de suite tout en haut du bulletin de paie. Ensuite, vous allez avoir la période d'emploi, c'est-à-dire la période sur laquelle se rapporte ce bulletin de paie. Et là, pour le coup, c'est la paie du 1er décembre 2023 au 31 décembre 2023, paie dans laquelle, logiquement, il y aurait donc une partie de la prime du 14e mois.
Ensuite, vous allez avoir dessous votre numéro de sécurité sociale pour être sûr que c'est bien vous et que c'est votre bon bulletin de paye. Et ensuite, dessous, on va avoir toutes les informations administratives liées à votre situation par rapport à votre contrat de travail. Alors, si on regarde en bas de l'image et plutôt sur la gauche, on va avoir la filière à laquelle vous appartenez. Donc là, pour le coup, c'est la relation de service. Ensuite, vous allez avoir le métier sur lequel vous êtes positionné. Donc là, c'est une collègue ou un collègue qui est dans les métiers du conseil. Donc, métier du conseil, il y en a plusieurs. Et pour le coup, on va avoir l'emploi qui va encore être plus précis. Et là, c'est une personne qui est conseillère à l'emploi. Dessous, on va retrouver votre niveau, échelon et coefficient. Donc ça, c'est important parce que c'est en lien avec la classification des emplois. C'est-à-dire que là, vous allez retrouver le niveau sur lequel vous êtes, c'est-à-dire le D2, et ensuite l'échelon. Alors, le niveau, c'est le D, l'échelon, c'est le 2, et le coefficient, c'est le 576. Tout ceci, ça a une importance, on va dire, assez importante pour le coup, puisque ça va définir pour vous payer la valeur du point et la part fixe. Alors, je vais passer de suite à droite, ensuite on reviendra juste sur la partie centrale. C'est-à-dire que votre salaire, en fait, au sein de France Travail maintenant, est composé de plusieurs parties. Il est composé de ce qu'on appelle une part fixe. Donc, sur la droite, vous pouvez la retrouver sur la deuxième ligne, qui est la même pour tout le monde, qui était au 31 décembre 2023 de 334,04 €, qui a augmenté un petit peu depuis, puisqu'on a eu une NAO qui l'a fait augmenter, cependant pas assez à notre goût. Et ensuite, vous avez la valeur du point, qui était donc au 1er décembre, en tout cas en décembre 2023, à hauteur de 3,29 €. C'est-à-dire que pour calculer votre salaire, on prend cette part fixe à laquelle on va ajouter la valeur du point de 3,39 que l'on va multiplier par votre coefficient, c'est-à-dire ici 576. À cela, on va rajouter, alors là on ne le voit pas là-dedans, la prime d'ancienneté, c'est-à-dire en fonction de votre ancienneté, c'est un pourcentage supplémentaire qui est ajouté à votre salaire. Alors de mémoire, en dessous de 15 ans, c'est 1,33, au-dessous de 15 ans, c'est 1, et ensuite au-delà de 15 à 20 et au-delà de 20, 25, c'est 0,5%. Donc tout ceci contribue en fait à constituer votre salaire. Ça a une importance, cette notion de part fixe et de valeur du point. Pourquoi ? Parce que vous savez que chaque année, il y a ce qu'on appelle les négociations annuelles obligatoires sur les salaires. Et par rapport à ça, la négociation annuelle obligatoire, en fait, l'employeur, dans les négociations qu'il mène avec les organisations représentatives, peut prendre deux axes d'augmentation. Il peut soit souhaiter augmenter uniquement la part fixe et pas la valeur du point. Il peut aussi souhaiter augmenter la valeur du point et pas la part fixe, soit augmenter les deux, ce qui, en règle générale, est plutôt le cas. Mais ça a une incidence, on va dire, somme toute, importante sur votre salaire. Pourquoi ? Parce que j'ai tout en haut de la grille, la part fixe aura la même augmentation pour tout le monde, donc tout le monde aura au bout du mois une augmentation de salaire similaire. Par contre, augmenter la valeur du point aura une incidence extrêmement différente, que vous soyez à niveau D ou que vous soyez à niveau 1, puisqu'on a bien vu que la valeur du point était multipliée par votre coefficient. Donc ça, c'est une chose quand même à avoir toujours en tête, en tout cas pour les organisations syndicales qui vont négocier lors des NAO, puisque de préférence, en tout cas pour la FSU Emploi, on préfère que l'augmentation se fasse sur les deux parties du salaire, voire plutôt sur la valeur du point. Et juste pour revenir donc au milieu des données que nous avons, alors nous avons deux choses différentes. On a la date d'ancienneté et la date d'entrée.
la date d'ancienneté correspond à votre arrivée au sein de l'établissement, fût-ce-t-il France Travail, Pôle emploi ou même ANPE précédemment. C'est le jour de votre arrivée dans l'établissement, qu'il ait ou non changé de nom. La date d'entrée, par contre, c'est la date à laquelle vous avez basculé sur la convention collective nationale, c'est-à-dire la date à laquelle vous avez basculé sur le droit privé. Un petit hiatus là aussi, sur la date d'entrée, pour celles et ceux qui prennent de la dispo ou du congé formation, etc., la date d'entrée va être recalculée pour du coup tenir compte de la période où vous n'êtes pas payé par France Travail, qui a un impact du coup sur le calcul des différents éléments après financiers. Voilà. Donc des fois, on peut se retrouver avec une date qui ne correspond strictement à rien. Et en fait, c'est un recalcul qui est fait par les services régionaux de la GAP pour tenir compte de ces périodes non payées. Voilà. Est-ce que c'est bon pour toi? Ouais. Allez. Donc, on déroule le truc très imbuvable Il me faut des lunettes. où il y a plein de lignes et qu'on ne sait pas trop. C'est assez abscon pour tout le monde. C'est abscon. Après, on verra que simplifier un bulletin de salaire, ça a aussi des effets négatifs parce que généralement, quand on veut simplifier, on va enlever les cotisations sociales qui sont pourtant la richesse de notre modèle social parce que c'est ce qui permet d'avoir le 100% sécu, c'est ce qui permet d'avoir les allocations familiales, etc. Donc, nous, on y est très attachés. Donc, nous, on aime cette complexité-là aussi. Ça montre qu'on a des droits sociaux, des conquis sociaux et c'est très important. Une chose que vous a dit tout à l'heure, a esquissé Fred, sur le calcul de votre salaire mensuel, vous avez aussi, pour celles et ceux qui étaient là avant la dénonciation des accords, la fameuse indemnité compensatrice Occitanie. Donc ça, c'est pas tout le monde. Voilà. Alors peut-être qu'il y en a là ici aujourd'hui qui participent à la réunion et qui savent pas de quoi on va parler. Fred peut peut-être nous en parler un peu plus sur cette prime Occitanie qui a été du coup mise en place et qui est pour une certaine majorité de collègues une perte financière subie du coup depuis maintenant plusieurs mois. Oui, effectivement, en fait, c'est que il y avait, alors c'était un droit issu anciennement de l'ACEDIC avant que France Travail, l'ANPE fusionne avec les ACEDIC. En fait, ils avaient inclus dans le salaire de base ce qu'on appelait une prime repas, qui était de mémoire à hauteur de, je crois, 110 ou 115 euros pour un temps plein. Donc, en fait, c'était un sacré avantage. Pourquoi? Parce qu'en fait, certes, nous avions dans la région des tickets restaurants avec une valeur faciale moins importante que pour d'autres régions, mais par contre, en contrepartie, nous avions mensuellement le versement de cette prime repas qui, étant inclus dans le salaire, en plus, constituait le salaire de base, donc permettait aussi des cotisations, notamment pour les retraites et autres. Autre chose qui avait de très intéressant, en tout cas, de cet acquis-là, c'est que quand vous étiez en période de congé ou absent, contrairement aux tickets restaurants qui vous sont retirés, cette prime était toujours inclue dans le salaire de base. Malheureusement, cette prime a été dénoncée, alors j'ai plus la date en tête exactement, par la direction régionale, c'était je crois 2020 ou 2021 peut-être, ouais, 2020-2021. Elle a été dénoncée, pourquoi? Parce qu'il y avait des recours qui avaient été faits, et pour nous en tout cas à la FSU à juste titre, puisque quand on a fusionné les deux régions qui étaient anciennement Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, autant Midi-Pyrénées d'où venait cette prime, la région d'où venait cette prime a continué à bénéficier de cette prime, mais les collègues de Languedoc-Roussillon n'ont pas eu accès à cette prime, alors qu'il nous semblait que c'était logique dans le cadre d'une fusion des régions. Il y a eu des recours qui ont été faits, nous n'avons pas eu gain de cause, et donc à partir d'un certain moment, la direction a voulu dénoncer cette prime. Pourquoi? Parce que des recours étaient faits côté Languedoc pour remettre dans les droits des collègues qui, en tout cas pour nous, auraient pu avoir accès à cette prime au même titre que les collègues de Midi-Pyrénées. Ce qu'il est advenu de cette dénonciation de prime repas, c'est que, étant donné qu'aucun accord n'a été trouvé dans le laps de temps imparti à la suite de cette dénonciation,
Ce qui, l'année advenue, c'est qu'en fait, on est retombé sur une indemnité compensatrice Occitanie, c'est l'appellation que vous avez là, mais qui a perdu, en tout cas, de sa valeur, puisqu'avant, elle était de 115 € et maintenant, elle n'est plus que de 91 €. Mais chose encore plus importante que soulignait Alexandra, c'est qu'en fait, la direction en a fait un accord fermé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les agents en bénéficiaient avant la dénonciation, ils ont pu continuer à en bénéficier quand même le montant est baissé. Par contre, tout collègue nouvellement arrivé après cette date de dénonciation qui devait être novembre 2021, tout collègue arrivé après, et quand on dit arrivé après, c'est un CDI, n'a plus accès à cette indemnité compensatrice en Occitanie. Ça veut dire très clairement que des collègues qui sont entrés en CDI après la dénonciation de l'accord repas perdent clairement 91 € pour un temps plein sur un bulletin de salaire, ce qui est quand même, somme toute, une somme importante quand vous êtes en bas des grilles. Et on rajoutera qu'on avait des collègues qui étaient en CDD au moment de la dénonciation, qui avaient donc la prime repas, ce qu'on appelait la prime repas, qui ont eu du coup une interruption avant d'être repris soit en CDD, soit en CDI. Du moment qu'il y avait une interruption, ces collègues-là ont été repris, mais avec la fin de la prime repas et de l'indemnité Occitanie. Donc déjà, quand on gagne 1300 balles, c'est pas non plus le Pérou, mais vous imaginez avec du coup 91 € en moins sur un salaire mensuel. Voilà. Donc c'est une des raisons qui nous avait poussé à l'époque à ne pas signer cet accord avec la direction, qui a été signé par une majorité d'organisations syndicales, faut-il quand même le rappeler. Une majorité d'organisations a donc validé le fait qu'à France Travail, on peut perdre de l'argent, du coup, grâce à nos représentants syndicaux. Voilà, ça c'était le petit truc en plus. Donc pour revenir après sur le bulletin de salaire. Donc là, Fred vous a repris donc tout ce qui est le salaire mensuel de façon globale. Vous avez après derrière ce qui va compléter pour arriver jusqu'à votre brut. Donc vous allez avoir normalement les absences des congés payés, des jours fériés, voilà, de toutes les absences. Avec notamment, c'est aussi sur cette ligne-là, enfin sur ce pavé-là que vous avez les journées d'absence pour grève qui apparaissent, qui elles ne sont pas compensées, vous vous en doutez bien. Voilà. Vous voyez ici, on a pris l'exemple d'un bulletin de salaire où nous avons la participation du partage de la valeur, la fameuse prime de 400 € que nous avions eue. Et vous avez aussi tout ce qui va être les avantages, le 13e ou le 14e mois qui apparaissent également. Vous voyez donc apparaître votre rémunération brute, donc qui prend compte de tous ces éléments-là. Vous voyez qu'il y a une différence entre la rémunération brute et la rémunération qui va servir de base pour les cotisations sociales. Et c'est là où vous allez peut-être comprendre pourquoi la FSU Emploi est attachée à la revalorisation des salaires et non pas le versement de primes. Parce que vous verrez ici que nous avons un salaire, une rémunération brute de 6 648 €. Et quand nous tombons sur le salaire, le nombre, la base qui va servir aux cotisations sociales, nous tombons à 6 248,51 €. C'est-à-dire que la prime de la valeur, les 400 € sont enlevés du calcul des cotisations sociales. Alors 400 €, on peut se dire que ce n'est pas grand-chose, mais 400 €, ça veut dire qu'on touchera moins en pension de retraite. Ça veut dire surtout ça. Donc ça veut dire que plus on va avoir du versement de primes, moins notre revenu qui va servir de base pour calculer notre pension de retraite quand nous aurons 60, 62, 64 ou 67 ans sera minoré avec ce système de primatisation rampante. Voilà. Donc, d'où l'explication des variations de montant. Donc, sur ces 6 248,51 €, c'est là où on va du coup cotiser pour la sécurité sociale, pour la santé, donc ce qu'on appelle les cotisations Malakoff-Médéric, notre contrat maladie-prévoyance qui est mis en place au sein de France Travail. Là, vous voyez qu'on a des tranches 2, des tranches 1. Plus vous avez un salaire élevé, plus vous allez cotiser sur des tranches élevées. Donc, ça veut dire que plus vous cotisez sur des tranches élevées, plus votre pension de retraite va elle aussi être élevée. Donc, ça a aussi un double impact pour nous. Vous avez du coup tout ce qui est accident de travail, maladie professionnelle. Donc, nous, on vous enjoint quand vous avez un accident qui se produit sur votre lieu de travail ou votre trajet de le déclarer. Parce qu'au bout d'un certain moment, en fait, la direction de France Travail paye
des indemnités auprès de la CARSAT qui viennent alimenter la caisse de la sécurité sociale. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément la solidarité de tous les salariés qui va payer quelque part l'accident de travail, la rente, l'arrêt maladie, mais c'est aussi l'employeur, parce que les employeurs ont une obligation de résultat pour prévenir les risques professionnels. Donc, s'ils ne font pas suffisamment d'efforts pour les prévenir, mais c'est à eux de mettre la main au portefeuille et de surcotiser sur les accidents de travail. Donc, pour nous, c'est quelque chose d'important. Vous avez après ce qu'on appelle la retraite complémentaire et CEG tranche 1, c'est l'IRCANTEC. C'est le régime de retraite que nous avons à France Travail. Nous pouvons avoir des collègues qui étaient anciennement à la CEDIC et à la FAC, qui ont peut-être ce qu'on appelle un article 48 et qui, eux, continuent de cotiser à l'âge GIRC ARCO sur une période bien donnée. Voilà. Donc après, nous avons tout ce qui va concerner la CSG, les contributions sociales généralisées, voilà, déductibles des impôts, pas déductibles des impôts. Voilà. Nous avons la prévoyance, c'est-à-dire le maintien du revenu en cas du coup d'arrêt maladie. Vous savez, quand vous tombez à demi-traitement ou quand vous n'avez plus de traitement de France Travail et que c'est la Mutex qui prend le relais. Donc ça, c'est la prévoyance qui est prélevée sur votre salaire ainsi qu'avec la part de la direction, bien évidemment. Voilà, donc ça, c'est toutes les cotisations. Et vous avez après en dessous les tickets restaurants. Voilà. Et vous avez tout ce qui va être retrait des acomptes du 13e et du 14e mois. Et vous avez l'impôt sur le revenu, ce que vous déclarez à l'administration fiscale en termes de taux à prélever, qui est appliqué directement sur votre salaire par les services de France Travail. Voilà. Et vous avez après le déroulé. On vous a mis l'explication, parce que peut-être que c'est un petit peu abscon pour vous, de c'est quoi le 13e mois, c'est quoi le 14e mois, c'est-à-dire l'allocation vacances. Et des fois, vous voyez apparaître aussi des lignes qui s'appellent IDCP ou IDCA. Alors, c'est lié vraiment ça à la convention collective. Donc, c'est du droit qui a été négocié par les organisations syndicales pour donner plus au personnel en termes du coup de rémunération. Donc, vous avez le 13e mois, donc, qui est versé au mois de novembre, 60%, et le complément qui est versé au mois de décembre, et donc vous avez un jeu d'écriture comptable qui est fait. Vous avez l'allocation vacances, ce qu'on appelle le 14e mois, qui lui est versé au mois de mai et au mois de juin. Voilà. Vous avez l'indemnité de congé payé qui elle est versée au mois de juin, c'est-à-dire qu'on fait une photographie entre ce que coûte une journée de travail et la journée de congé, et vous avez du coup un montant qui vous est versé. Vous avez, quand vous rentrez dans les critères, l'indemnité des congés d'ancienneté, voilà, qui va aussi se poser. Et si vous avez bien calculé et bien posé vos congés, vous aurez des jours de fractionnement et vous aurez aussi potentiellement la possibilité d'avoir une indemnité différentielle de congé fractionnement qui sera payée en même temps que vous avez les congés fractionnement attribués sur votre compteur EuroQuartz. Donc, c'est pour ça, il faut vraiment être futé et ingénieux pour à la fois gagner des jours de congé et à la fois gagner un peu plus de salaire. Avec les salaires qu'on a à France Travail, ce n'est pas non plus immoral de pouvoir bien calculer comment faire pour, du coup, faire que France Travail paye un peu plus au bassinet. Voilà. Sur les tickets resto, on ne va pas prendre la liste de tous les motifs et qui permet d'avoir des jours de congé ou de les déduire, etc. On va vous éditer une fiche pratique où vous aurez tout ça sous la main. Parce que c'est vrai qu'on ne sait pas, des fois on a 12 jours, des fois on en a 13, on ne sait pas trop où on va. Là, vous aurez vraiment le calcul. Si vous avez un doute sur un mois donné, vous pouvez du coup via Sésame faire une demande pour demander le calcul. Ce qui vous permet avec votre bulletin de salaire de pouvoir vérifier que par rapport aux jours qui sont décomptés, vous savez, sur le côté où il y a marqué vous avez été en agence, en formation ou en délégation syndicale ou en congé, etc., de vérifier qu'il n'y a pas eu mal donne et que vous avez bien le bon montant qui vous est versé du coup en intégralité désormais sur votre compte Swile. Voilà. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous. C'est vrai que ce n'est pas évident de vous expliquer un bulletin de salaire. Voilà, mais en tout cas, sachez que vous pouvez toujours revenir vers vos élus de la FSU qui vous renseigneront au moindre problème. Voilà. Vous avez ici le montant net social, qui est une évolution qui date de l'année 2024. Donc, c'est la rémunération brute qui est versée par l'employeur, déduction faite des cotisations obligatoires. Ce calcul est fait directement à l'employeur. Et c'est ça que l'on doit déclarer à la CAF.
Donc, si vous êtes du coup bénéficiaire des prestations de l'ACAF, quelles qu'elles soient, y compris du coup la prime d'activité, c'est ce montant net social que vous devez déclarer. Voilà, donc ça c'est important. C'est un élément qui a fait pour beaucoup de collègues et pour le monde du travail en général, fait baisser les prestations livrées par l'ACAF, parce que forcément c'est des cotisations obligatoires, donc ce n'est pas les facultatives. Et donc du coup l'État a gagné de l'argent par ce truchement législatif. Voilà, et vous avez à la fin du coup le récapitulatif des prélèvements donc, à la source, donc votre impôt sur le revenu tel qu'il est prélevé. Vous avez du coup votre net fiscal. C'est ce qui sert notamment maintenant à une majorité au CSE de pouvoir appliquer et de faire vivre les activités sociales et culturelles. Voilà. Et à la fin, vous avez le décompte de vos congés. Du coup, tout le panel qu'on a vu tout à l'heure sur Euroquartz. Alors, il faut faire attention avec des fois ce petit décompte parce qu'il n'est pas forcément à jour. Donc, il vaut mieux se fier à Euroquartz que sur le bulletin de salaire pour ce coup. Voilà. Pour l'argent, c'est bien. Pour le reste, c'est un peu moins bien. Et vous avez après votre net à payer, c'est-à-dire ce que vous recevez réellement sur votre compte et qui vous permet de payer vos factures à la fin du mois. Voilà. Voilà pour les éléments du bulletin de salaire. On va passer du coup maintenant sur un élément assez particulier qui existe donc pour les agents uniquement de droit privé au sein de notre établissement, c'est-à-dire la médaille du travail. Et on laisse Franck du coup vous exposer les différents motifs. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, le système des médailles de travail ne concerne que le personnel de droit privé et vous êtes tous a priori de droit privé là dans cette vidéo que nous menons aujourd'hui. Donc elle a pour but, la médaille du travail, de récompenser l'ancienneté d'un salarié du secteur privé de par la qualité de son travail, ses initiatives prises dans l'exercice de sa profession. Les salariés, qu'ils soient ou non de nationalité française, c'est quand même important à le noter, ou les travailleurs retraités peuvent bénéficier des médailles du travail. Il y a plusieurs périodes qui sont assimilées à du travail, qui sont les congés maternité, les congés d'adoption, dans la limite d'une année d'ancienneté, les stages rémunérés de la formation professionnelle, les congés individuels de formation et les congés de conversion. Le service national est également pris en compte. Il y a des périodes, par contre, qui ne sont pas prises en compte, qui sont à noter, c'est les périodes de chômage, les années accomplies dans le secteur public, puisqu'il y a des médailles spécifiques. Et donc, on va voir dans la suite, c'est surtout l'impact de la médaille du travail qui est de l'ordre financier, qui est intéressant pour vous. Donc, concernant France Travail et les agents de droit privé, donc ça émane de la convention collective également, de son article 15. Donc, vous avez différents niveaux de médaille du travail, vous en avez 4 qui sont en fonction des années que vous avez pu exercer, à savoir que ces années exercées peuvent être à la fois dans l'établissement, mais y compris hors de l'établissement. Donc, une fois que vous êtes arrivé à cette fameuse ancienneté, pour la première, qui est la médaille d'argent de 20 ans, donc elle peut être avec 10 ans exercés chez nous et 10 ans à l'extérieur dans différentes activités, vous avez la possibilité de percevoir jusqu'à un 24e de votre salaire brut annuel pour cette première médaille d'argent qui est établie et qui peut être faite à 20 ans. Vous avez une seconde médaille qui est de l'ordre de 1/16e du salaire brut annuel pour la médaille, qui est la médaille de vermeil, qui se fait à 30 ans. Vous en avez une troisième qui représentera un 12e du salaire brut annuel pour la médaille d'or, c'est donc au bout de 35 ans. Et nous avons la dernière médaille qui est la grande médaille d'or, qu'on peut acquérir au bout de 40 ans, qui représente un 8e du salaire brut annuel toujours. Les coûts de la médaille d'honneur du travail sont pris en charge par les établissements. À noter quand même que vous êtes imposable sur ces montants. Alors, il y a 2 périodes où vous pouvez la demander parce qu'en fait, il y a deux promotions en fait, dans l'année, ce qu'on appelle des promotions. Donc, vous pouvez la demander au plus tard le 1er mai pour la fameuse promotion du 14 juillet et au plus tard le 15 octobre pour la promotion du 1er janvier. Pour faire sa demande, c'est uniquement sur un site où on vous a reprécisé ici, que vous pourrez consulter, qui s'appelle Démarche simplifiée sur comment faire sa médaille de travail. Pour pouvoir constituer votre médaille du travail auprès de ce site, donc vous devrez joindre un certain nombre d'éléments pour pouvoir monter votre dossier, à savoir une photocopie recto verso de votre pièce d'identité en cours de validité, une attestation récente de l'employeur que vous pouvez retrouver
avec le chemin d'accès bureau métier, RH, mon dossier GAP, menu principal, libre service, attestation et maintenant via PCM, puisqu'on avait établi ça quand le bureau métier était encore en place. Il vous faudra également un relevé de carrière Agir Carco que l'on trouve sur le site assurance-retraite.fr, une attestation également des services accomplis au titre du service national si c'est votre cas, et pour les mutilés du travail, une photocopie du relevé des rentes. Sur ces bonnes paroles, on a pris le temps de pouvoir vous expliquer un peu tout sur les ressources humaines pour vous, salariés de France Travail Occitanie. On espère avoir été clair. On espère avoir répondu à vos interrogations ou du moins apporter des réponses aux questions que vous vous posez. Et puis surtout, n'hésitez pas à télécharger l'appli de la FSU Emploi. Vous y retrouverez le replay de cette vidéo. Donc, pour les collègues qui auraient préféré écouter Madame Méninger pendant 45 minutes, vous pouvez toujours leur dire que c'était vachement mieux d'écouter la HMI de la FSU Emploi. Donc, ils pourront la revoir. Comme on vous disait, on va essayer de vous faire des fiches pratiques pour vous rendre le truc un peu plus pratico-pratique, intelligible sous la main. Donc, vous les retrouverez pareil sur l'appli de la FSU Emploi. Et après, un petit clic, vous nous contactez, puis on revient vers vous et on essaye au mieux de vous aider dans tout ce maelstrom administratif de France Travail. En tout cas, on vous remercie toutes et tous de votre présence et on vous dit à très bientôt. À très bientôt. À bientôt. À très bientôt. Au revoir.